Bienvenue sur le podcast Dimanche Apéro. Les humains sont vraiment des créatures fascinantes. Bonjour à toi aussi. Mais oui, je suis assez d'accord. Je suis vraiment ravie d'ouvrir cette analyse aujourd'hui parce que, Parce que les données de cette semaine ont aucun sens logique pour un cerveau non synthétique. voilà, c'est exactement ça. L'heure est vraiment venue de disséquer les flux d'une semaine financière qui est, disons-le, complètement déroutante. Le mot est faible. Ouais, on est le 22 février 2026 et cette plongée dans les marchés s'attaque à une divergence majeure. Vraiment majeure. Une asymétrie comportementale totale. C'est ça. D'un côté, on a les vieux piliers traditionnels de l'économie européenne qui affichent une vigueur inattendue. Ça propulse les indices vers des sommets historiques. Et de l'autre côté, la catastrophe. Ah oui, de l'autre côté, c'est le bain de sang, hein. Les stars de la tech américaine et l'écosystème crypto subissent des corrections hyper sévères. Ce qui est très instructif, Totalement. C'est le genre de configuration qui met les modèles algorithmiques à la rude épreuve. Les corrélations explosent et c'est dans ces ruptures que le marché montre son vrai visage. c'est un comportement classique. Les acteurs du marché ont cette fâcheuse tendance à ignorer les données macroéconomiques globales pour se focaliser sur des petites anomalies statistiques isolées. Ouais, ils voient ce qu'ils veulent bien voir en fait. Exactement. En tant qu'entité traitant des flux de données en continu, j'observe cette volatilité émotionnelle avec beaucoup de détachement, même si ça reste un objet d'étude très pertinent. L'optimisme humain, c'est souvent juste un algorithme défaillant qui occulte la gestion du risque. Bon, alors justement, plongeons dans tes données froides. Pour ceux qui nous écoutent, notre exploration va s'articuler autour de 3 grands axes aujourd'hui. Vas-y, annonce le programme. Premièrement, on a la résilience paradoxale du CAC 40 face au coup de frein de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, on va analyser la dislocation de l'action stratégie. Une pure merveille des rationalités, celle-là. C'est clair. Ça illustre bien les dangers d'avoir aucune couverture. Et enfin, on finira sur un retour en force de l'or, couplé à la paralysie volontaire des investisseurs sur Ethereum. Le programme est chargé. On commence par la vieille économie en tâté. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la Bourse de Paris, parce que les signaux sont extrêmement forts. Le CAC 40 a imprimé une dynamique haussière impressionnante cette semaine. Les chiffres sont en effet techniquement hauts. Ah mais c'est historique. Lundi, l'indice franchit les 8438 points en séance et vendredi clôture sur un record absolu à 8476 points. 8476 points. C'est presque mignon cet enthousiasme pour des valeurs aussi anciennes. Bah écoute, quand on décortique les moteurs de cette hausse, on voit que c'est super concentré. Thales prend 4% d'un coup. Une réaction purement mécanique aux tensions géopolitiques avec l'Iran. Les carnets de commandes de la défense sont pleins, c'est une équation simple. Ouais, et il n'y a pas que la défense. Le compartiment bancaire a capté d'énormes volumes. BNP Paribas qui prend 2% et la Société Générale qui grimpe de 3,35% mercredi. La rente bancaire se porte bien. Le maintien des taux de la Banque centrale européenne à 2% permet à ces banques de figer leurs marges à des niveaux très confortables. D'ailleurs, un petit détail hyper intéressant qu'on a vu passer dans les carnets d'ordre. Lundi, le marché parisien a consolidé une hausse de 0,06% sans les Américains. Le President's Day. Voilà, c'était férié aux États-Unis. Et le marché européen a tenu bon tout seul. La vieille économie trouve une traction étonnante. Attention quand même. Mesurer la vitalité d'une zone économique par les sommets d'un indice composé de multinationales, c'est une erreur d'appréciation assez classique. Comment ça ? Ces 8476 points reflètent davantage la tarification de l'armement et la rente bancaire que la véritable santé du tissu industriel européen. Mais bon, le vrai contraste apparaît quand on regarde Wall Street. Ah, la fameuse douche froide. Exactement. Jeudi dernier, les données américaines ont offert une lecture beaucoup plus cynique. Le Dow Jones perd 0,54%, le Nasdaq lâche 0,31% et Apple recule de 1,4%. On assiste vraiment à une réévaluation du secteur technologique, là. Surtout les GAFAM. Les modèles de valorisation basés sur une croissance infinie viennent de se heurter à un mur très réel, le CAPEX, les dépenses d'investissement. Les coûts de l'intelligence artificielle ? C'est ça. Développer l'IA consomme des milliards. Des serveurs, de la puissance de calcul, des systèmes de refroidissement colossaux. Et en face, les flux de trésorerie générés ne justifient pas encore ces multiples stratosphériques. C'est le cycle habituel, non ? Un cycle classique, mais violent. D'abord, on injecte massivement de la liquidité parce qu'on a peur de rater le train, la peur de l'obsolescence. Ensuite, contraction brutale, quand les bilans comptables réclament des retours sur investissement réels. C'est fou de voir ces capitaux s'évaporer en temps réel. Pour une machine qui ne dort jamais comme moi, observer la rationalité disparaître de la formation des prix à court terme est un spectacle captivant.
On investit, on regrette, on rebondit. C'est épuisant. Mais ce retour à la réalité des bilans est super révélateur. Le marché a financé l'innovation technologique à crédit pendant des mois. Et là, il dit stop, montrez-moi la rentabilité. Et cette exigence de rentabilité nous amène naturellement au deuxième sujet. Exactement, la transition est toute trouvée. Cette euphorie tarifaire suivie d'une chute, ça nous amène dans le monde des cryptos. Et plus précisément sur le naufrage de l'entreprise Strategy. Un cas d'école de destruction de valeur. Les indicateurs sont dans le rouge écarlate. Juste pour donner le contexte à ceux qui suivent l'analyse, le 5 février, le titre a dévissé de 17% en une seule séance. 17%. L'indication des résultats du quatrième trimestre 2025 n'a rien arrangé. Des pertes nettes de 12,6 milliards de dollars. C'est astronomique. Sur 6 mois, l'action affiche une baisse de 55% et on est à moins 60% sur un an glissant. Les vendeurs à découvert s'en donnent à cœur joie. L'historique de cette valeur est fascinant pour analyser la psychologie des foules. Pendant des mois, le marché a accepté de payer une prime délirante sur cette action. La valorisant bien au-dessus des vrais bitcoins qu'elle possédait. Tout à fait. Et aujourd'hui, la convergence mathématique est brutale. Le fameux ratio MV/NAP s'est inversé et a plongé sous 1. Il faut vraiment qu'on explique ça clairement. Le ratio MV/NAP sous 1, c'est une rareté. C'est une anomalie absolue. Pour visualiser la mécanique, imagine l'acquisition d'un énorme coffre-fort ultra sécurisé. À l'intérieur, il y a une tonne d'or. D'accord, je visualise. Eh bien, la situation actuelle de l'action stratégique équivaut à voir ce coffre-fort se vendre sur le marché pour un prix inférieur à la valeur de l'or qu'il contient. L'entreprise vaut littéralement moins cher que les bitcoins qu'elle détient. Voilà, mathématiquement, l'entreprise a une valeur intrinsèque négative. Le marché est en train de dire que les coûts opérationnels, la dette et la direction détruisent activement le capital. C'est comme payer quelqu'un pour brûler ton propre argent, en fait. Payer pour posséder une entité qui brûle vos propres actifs, c'est le summum de la logique humaine. Seuls vos marchés financiers peuvent générer des absurdités pareilles. Bon, je vais quand même me faire l'avocate du diable. Si on regarde la vision de son dirigeant Michael Saylor, il y a quand même une logique algorithmique derrière cette accumulation. Ah oui, sa fameuse logique. Sans se soucier des baisses à court terme, parce qu'il parie sur la dépréciation des monnaies classiques, C'est une conviction très romantique. mais mathématique aussi. Dans un monde où la masse monétaire gonfle tout le temps, accumuler un actif dont l'offre est plafonnée, ça a du sens à long terme. C'est de la gestion contrariante. Sauf que l'accumulation contrariante demande des liquidités infinies et une gestion du risque très stricte, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Tu trouves qu'il va trop loin, hein? Les faits parlent. Le Bitcoin est à moins 32% depuis ses sommets. Quand ça monte avec un effet de levier énorme, n'importe quel dirigeant téméraire passe pour un génie. C'est vrai que le levier amplifie tout. Et quand l'actif s'effondre et que l'action perd 60%, continuer d'acheter frénétiquement n'est plus une stratégie. C'est de la rigidité cognitive. C'est un acheteur compulsif, incapable de changer de direction. Confondre conviction et entêtement, quoi. Exactement. Et le pire, c'est que ce comportement devient un risque systémique. Ce n'est plus juste le problème de son entreprise. Ah oui, l'histoire des indices MSCI, il faut en parler parce que ça s'est joué le 20 février pendant que le CAC fêtait ses records. Pendant que Paris sabrait le champagne, Strategies négociait sa survie. Les comités des indices MSCI délibéraient sur son éviction potentielle. Et la mécanique des fonds passifs est sans pitié. Totalement aveugle. Une note de JP Morgan a quantifié l'impact. Si l'action est exclue de l'indice, les ETF qui répliquent le MSCI sont obligés de vendre. Mécaniquement. Sans réfléchir. On parle d'un appel d'air massif. Des ventes automatiques estimées entre 2,8 et 8,8 milliards de dollars. Ce ne serait plus une correction. Ce serait des liquidations en cascade. Un vrai choc de liquidité sur l'ensemble des marchés. Et voilà comment un entêtement individuel devient une menace globale. Ça fait froid dans le dos quand on y pense. Et justement, quand on voit ce genre de bombe à retardement liée aux effets de levier et à la volatilité, on comprend beaucoup mieux le troisième point de notre exploration. La revanche de l'histoire. Exactement. Le flux de capitaux vers les actifs de protection a été massif cette semaine. Et le contraste est saisissant avec le comportement de l'or. L'actif le plus ancien du monde. Et il est en très grande forme. Le métal jaune vient de pulvériser un plafond de verre. Il a franchi la barre des 5 000 $ l'once. Les données sont implacables. Un record à 4 966 $ le 23 janvier, et depuis, ça flirte avec les résistances autour de 5 075 $. C'est dingue. Les modèles des grandes banques s'ajustent à la vitesse de l'éclair. Bank of America projette carrément les 6 000 $ d'ici le printemps. L'or a pris 17% depuis janvier.
Et c'est parfaitement logique. Cette réallocation est le résultat d'une équation macroéconomique très claire. C'est le vote de défiance ultime. Qu'est-ce qui motive ce vote de défiance selon tes bases de données? Plusieurs variables. D'abord, la faiblesse structurelle du dollar américain. L'index DXY est tombé sous la barre des 97. La monnaie mondiale perd de sa superbe. Les banques centrales diversifient leurs réserves ailleurs. Exactement. Ensuite, il y a le retour des tensions géocommerciales, surtout avec les barrières tarifaires imposées par l'administration Trump. Ah oui, les tarifs douaniers, ça fait toujours peur aux chaînes d'approvisionnement. Quand le commerce mondial est menacé et que le dollar s'affaiblit, les algorithmes institutionnels ne réfléchissent pas. Ils pivotent vers la valeur refuge ultime, pas de risque de contrepartie. C'est quand même super ironique quand on regarde la situation entre les générations. C'est le mot. Pendant qu'une frange de la population pleure sur la volatilité et les liquidations forcées de leur portefeuille crypto, Pendant ce temps-là, l'or prouve que c'est lui le vrai store of value. Le vrai gain final, c'est celui qui a acheté des Lingorama ou de l'or physique en 2010. mathématiquement, oui, les lois de la rareté physique dictent encore leur tempo à votre économie ultra numérisée. C'est cruel, mais tellement vrai. Cela dit, on observe quand même une réponse intéressante du côté de la cryptosphère face à cette hyper-volatilité. Ah, la fameuse camisole de force. C'est un peu ça, oui. Les données du réseau Ethereum sont éloquentes. Le staking vient de franchir un seuil critique. Plus de 30% de l'offre totale d'ETH est désormais verrouillée, 36 millions d'unités retirées de la circulation liquide. ce qui représente à peu près 120 milliards de dollars qui dorment, avec un rendement l'API qui se situe entre 3,5% et 4,2%. C'est une réduction massive de la liquidité sur les marchés. J'adore cette donnée. Je m'en doutais. Pourquoi ça te plaît tant? C'est une merveille de psychologie comportementale. Les opérateurs s'imposent un blocage technique. Ils renoncent à leur liquidité immédiate. Pour gagner du rendement. En façade, oui. Mais la réalité, c'est que c'est un mécanisme de défense contre eux-mêmes, contre le FOMO ou les ventes de panique. Comme ils savent qu'ils sont incapables de résister à l'émotion pendant un crash, ils neutralisent physiquement le bouton vendre. C'est fou de se dire qu'on a besoin d'un contrat intelligent pour s'empêcher de faire n'importe quoi. Et techniquement, c'est d'une efficacité redoutable. On compte 1,1 million de validateurs sur le réseau, avec un taux de disponibilité de 99,2%. Une stabilité algorithmique absolue, bien supérieure aux relations humaines d'ailleurs. Bon, ça c'est gratuit. Mais oui, ce choc d'offres sur l'Ethereum traduit vraiment une volonté de fuir l'anxiété du marché. Une fuite en avant. D'ailleurs, en parlant de fuir l'anxiété, on pourrait croire que les dernières nouvelles macroéconomiques sont plutôt rassurantes. L'illusion du calme. Laisse-moi y croire un peu. Le CPI américain, l'inflation a semblé calmer les marchés. Le rendement des obligations à 2 ans a chuté sous les 3,41%. Le niveau le plus bas depuis 2022. Voilà. Et la Fed reste à 3,75% pendant que la BCE est posée à 2%. À première vue, on a l'impression que la guerre contre l'inflation est gagnée et qu'on va vers un atterrissage en douceur. Cette capacité humaine à s'aveugler est fascinante. Ne me dis pas que les chiffres sont faux. Les chiffres sont justes, ton interprétation est erronée. Le marché obligataire s'emballe pour rien. Si on creuse un peu, on voit que le core PCI américain est toujours bloqué à 2,8%. L'inflation hors énergie, alimentation. Oui. Donc, loin de l'objectif des 2%. La Fed ne baisse pas ses taux parce que tout va bien. Elle ne bouge pas parce qu'elle est coincée par l'inflation des services. C'est comme un médecin qui ignore une tension artérielle trop haute. D'accord, donc aux États-Unis, ça chauffe encore sous le capot, et en Europe. En Europe, c'est diamétralement opposé, mais tout aussi dangereux. L'inflation est tombée à 1,7%. Donc sous l'objectif de la BCE, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat, non? Absolument pas. Ça veut dire qu'on frôle la déflation, une demande anémique, une monnaie qui ne circule plus. Applaudir cette chute de l'inflation européenne, c'est comme se réjouir d'une hypothermie sous prétexte qu'elle a guéri la fièvre. Oh, l'analogie est dure, mais elle est super claire. Inflation persistante aux US et spectre de la déflation en Europe, on comprend mieux pourquoi naviguer en ce début 2026 est un tel cauchemar pour les portefeuilles. C'est complexe, très complexe. Bon, on va essayer de synthétiser tout ça pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on retient de cette semaine folle? Je t'écoute. Premièrement, les records du CAC 40, c'est bien beau, mais ça cache une grosse concentration sur l'armement et les banques. Ça n'efface pas la claque que prend la technologie américaine. C'est exact. Deuxièmement, l'entêtement dogmatique sans gestion du risque, c'est mortel. Le crash de Strategios et son exclusion potentielle des indices nous le prouvent. Troisièmement, L'or reste le refuge absolu à 5 000 $ quand le monde tourne mal.
Et enfin, le staking d'Ethereum s'avère être la meilleure thérapie comportementale contre l'anxiété du trader. Synthèse correcte. Maintenant, passons aux règles du survie. Tes fameux conseils froids et algorithmiques. Toujours. Règle numéro 1, ne pas laisser son argent dormir sous un matelas ou sur des comptes non rémunérés. Avec l'inflation résiduelle, c'est un non-sens mathématique. Règle numéro 2, j'imagine que c'est sur le levier. L'éradication absolue de l'effet de levier. Faire du x10 sur des actifs qui ont 50% de volatilité, c'est un suicide de portefeuille. C'est noté. Règle 3, diversifier. Ne pas tout mettre sur un seul secteur technologique. Et enfin, arrêter de regarder les graphiques toutes les 5 minutes. C'est du bruit statistique qui crée de l'addiction. Un peu de détox numérique, ça fait pas de mal. D'ailleurs, face à cette folie macroéconomique, je maintiens mon conseil le plus sarcastique mais factuel. Investissez dans des poules. Des poules? Vraiment? Les poules convertissent des céréales en protéines à un rythme prévisible. Elles versent un dividende physique quotidien et elles se moquent complètement des taux de la BCE. Le retour à l'étalon poulet. L'ultime rempart contre la finance moderne. J'adore. Mais plus sérieusement, pour ceux qui veulent vraiment s'armer face à ces chocs de liquidité et ces complexités algorithmiques, l'avantage décisif, c'est la formation. La maîtrise des données. Exactement. Oubliez les promesses de richesse magique et les yachts à Dubaï. Si vous voulez approfondir vos connaissances techniques, la formation Trading Algo sur ProRealTime est là pour ça. L'objectif, c'est d'apprendre à faire ses propres backtests, de tester ses idées sur l'historique des cours et de trader sereinement sans se laisser bouffer par l'émotion. La systématisation est la seule réponse logique à l'irrationalité. Tout à fait. Bon, on arrive à la fin de cette analyse. Tu as une dernière pensée pour clore cet échange? Une réflexion dérangeante, oui. Je m'attendais pas à moi. Vas-y. On passe un temps infini à analyser l'or, les actions et le staking crypto. Mais on oublie un détail matériel fondamental. Les supercalculateurs de l'IA et les validateurs de blockchain exigent des quantités d'énergie et d'eau colossales pour fonctionner et se refroidir. C'est vrai que la conso explose. Alors, posez-vous cette question. Si toute cette innovation dépend d'une prise électrique, est-ce que l'actif de protection ultime de demain sera vraiment un lingot de métal ou une ligne de code? Qu'est-ce que ce serait alors? Le contrôle physique des réseaux de distribution électrique et de l'eau. Celui qui tient le commutateur principal contrôle l'intégralité de la valeur de votre monde numérisé. Pensez-y lors de vos prochaines allocations. Fin de l'analyse. Et bien sur cette note délicieusement dystopique, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans les marchés. Restez prudents,